Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 2. Chapitre 1. Il savait. C'est depuis plusieurs siècles déjà que le Vatican savait qu'il existait des formes de vie ailleurs dans l'univers. Mais il savait aussi que des entités extrêmement intelligentes circuleraient à travers le cosmos. Ils ont, bien évidemment, évalué que des conséquences particulièrement déroutantes provoqueraient des déséquilibres sociologiques tellement lourds de conséquences que les responsables religieux ont préféré installer une politique de dénigrement et de dissimulation de la vérité. Son attitude actuelle pourrait envisager de reconnaître des faits qui auraient été portés à la connaissance des plus hautes instances religieuses catholiques. Ils auraient, en leur possession, ce qu'ils considèrent comme des preuves intangibles de la réalité des extraterrestres. Un très grand nombre de dossiers, classés secrets jusqu'à présent, seraient maintenant déclassifiés et portés à la connaissance d'un public intéressé. L'oligarchie dirigeante s'est toujours opposée à la révélation de la vérité sur des modèles de vie ayant acquis des niveaux de connaissances supérieurs et des technologies aberrantes pour nous, dans l'univers. Cependant, des liens entre la cité du Vatican et des entités extérieures à notre planète pourraient avoir été concrétisés. L'Église catholique a pourtant, au cours de son histoire, été particulièrement véhémente envers tous les scientifiques de l'époque qui osaient contredire ses dogmes religieux par des affirmations contraires aux intérêts de la chrétienté. Après les découvertes astronomiques de Nicolas Copernic et de Galileo Galilei, le philosophe Giordano Bruno ose prétendre que les planètes qui nous entourent sont habitées. Considéré coupable d'hérésie par l'Église, il finira sa vie sur le bûcher. Toute cette agitation du XVIe siècle était contraire à la réalisation de la vie par Dieu. L'Église aurait 1,2 milliard d'adeptes dans le monde. Il s'agit d'un très grand réseau de recueil d'informations concernant tous les phénomènes inexpliqués pouvant se réaliser sur la planète. La cité du Vatican possède une citadelle qui est le palais pontifical, Castel Gondolfo, et la villégiature des papes. Il disposerait des télescopes de dernière génération. Les astronomes de l'Église auraient la possibilité d'accéder aux télescopes spatiaux. Particulièrement bien informés de tous les sujets concernant des contacts avec des intelligences extérieures, les responsables de l'Église catholique seraient d'abord prêts à reconnaître que des vies auraient pu se développer partout dans l'univers, mais aussi que des intelligences supérieures aux nôtres auraient pu y émerger. C'est une avancée considérable, par rapport aux autres systèmes religieux qui ne donnent aucune information à ce sujet. La divergence pourrait provenir de l'énorme quantité de livres entreposés dans les 80 km d'étagères situées dans les sous-sols du Vatican. Leur accès y est particulièrement réglementé et n'y accède pas qui veut. Malgré l'insistance de Jimmy Carter, alors 39e président des États-Unis, et qui avait promis de révéler la réalité des extraterrestres, l'Église catholique a refusé, par 2 fois, l'accès à ces archives secrètes. Pourquoi ? Il semblerait que le Vatican posséderait des pièces à conviction sur sa rencontre avec des entités venues d'ailleurs. Comment tous les responsables religieux pourront-ils accréditer une divulgation des informations de l'Église catholique sur la réalité des vies multiples au travers des galaxies ? Mais il s'agit aussi d'un problème éthique, sur la gestion des conflits, qui se posera à tous les gouvernants et en particulier à l'élite mondiale qui ne veut pas entendre parler des extraterrestres. C'est peut-être là, la chance qu'entrevoit l'Église catholique de rétablir sa suprématie religieuse en Occident, face aux autres espaces religieux qui cherchent à lui contester ses compétences et dont certaines y seraient déjà parvenues, et tout particulièrement la montée des extrémismes religieux qui menacent les équilibres démocratiques. Elle deviendrait alors la première religion ayant accepté la pluralité des existences cosmiques comme volonté de Dieu. Les fictions de la science. Tome 2. Chapitre 1. Lettre ouverte adressée au président de la République. Publié le 16 avril 2008. Préambule. On ne subit pas l'avenir, on le fait, Georges Bernanos. En l'absence même de toute intention hostile, l'intrusion d'une civilisation extraterrestre pourrait porter atteinte à notre environnement compris comme l'ensemble des conditions naturelles, sociales et culturelles constituant le théâtre des activités humaines. La Charte de l'environnement, qui a valeur constitutionnelle, prévoit que, lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent,
par application du principe de précaution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques. Le phénomène ovnien. Des phénomènes aérospatiaux insolites se montrent régulièrement dans notre espace aérien. On les appelle communément ovnis. Le Centre national d'études spatiales préfère leur donner le nom de PAN, phénomène aérospatial non identifié. Avant que de chercher à leur donner une interprétation, il nous faut reconnaître une évidence toute simple, ils existent. Certes, une grande partie relève de méprises, de fantasmes ou d'hallucinations, mais une part irréductible et significative semble témoigner de lois physiques inconnues et participer d'un principe intelligent. Ils ont donné naissance à une discipline, l'ufologie, qui comprend deux activités bien distinctes, en premier lieu la collecte des données, en second leur interprétation. Par convention, nous désignerons, dans la suite de cette lettre, par le terme générique, phénomène ovnien, l'ensemble des pans qui, après examen, n'ont reçu aucune explication rationnelle au regard de nos connaissances scientifiques. Les données. Un groupe d'études émanant du Centre national d'études spatiales, le GEPAN, groupe d'études et d'information des phénomènes aérospatiaux non identifiés, a reçu en France la mission officielle de recueillir, d'analyser et d'archiver les données relatives au PAN. Grâce à cet organisme et au travail obstiné d'enquêteurs indépendants, nous disposons aujourd'hui de banques de données comportant plusieurs milliers d'observations. Leur étude statistique met en évidence la complexité et l'incongruité du phénomène qui recouvre des dizaines de types d'événements, allant de la plus banale, simple lumière anormale dans le ciel, au plus surprenant, enregistrement radar d'objets aux performances cinématiques inexplicables. Mais elle fait aussi apparaître une cohérence interne et des caractéristiques générales, relativement stables et rarement démenties, de réalité physique et de comportement intelligent, non hostile, discret, furtif et brouillé. L'interprétation. L'interprétation la plus répandue parmi les ufologues soutient que le phénomène ovnien est gouverné par une, ou plusieurs, intelligences non terrestres. Dans cette hypothèse, il faut accepter l'idée qu'il cache un dessein potentiellement hostile, un programme soutenu par une stratégie. Quel est ce programme? Qui en sont les auteurs? Quelle est leur stratégie? Telles sont les questions que nous sommes amenés à nous poser face à une activité inconnue. Partant, l'étude du phénomène ovnien ressortit aux méthodes d'appréciation des situations complexes mettant en jeu des intelligences aux desseins équivoques et des informations rares, sporadiques et brouillées. Des méthodes hypothético-déductives, itératives et adaptatives. Quelles sont ces méthodes? De conception militaire, elles sont apparues durant le dernier conflit mondial, en même temps que la recherche opérationnelle. Elles sont enseignées dans les écoles supérieures de guerre, en France, le Collège interarmé de défense, et sont employées par les états-majors des grandes puissances. Les grandes entreprises, exposées aux contraintes économico-politiques et devant affronter une concurrence où la désinformation est couramment pratiquée, les ont adoptées et adaptées à leurs besoins propres. Cela explique la présence de la métaphore et de la terminologie militaire dans le discours des dirigeants de société. Ainsi que la recherche opérationnelle, elles ont pour objet de pallier l'insuffisance de l'intuition et du bon sens devant des situations confuses dépendant de paramètres multiples, relevant de facteurs objectifs et soumis à des événements naturels aléatoires. Mais contrairement à la recherche opérationnelle, elles tiennent compte de l'immixtion d'une intelligence extérieure douée de volonté et capable de brouillage et de comportements arbitraires apparemment irrationnels. Elles sont particulièrement pertinentes en présence de désinformation et dans des conflits asymétriques opposant des adversaires aux logiques différentes, aux éthiques divergentes et aux modes de pensée dissemblables, comme la lutte contre le terrorisme ou, le cas échéant, une intrusion extraterrestre. De quelle sorte de raisonnement ces méthodes participaient-elles? Elles sont de type hypothético-déductif. Elles consistent à formuler des présuppositions, préalablement passées au crible des vraisemblances éthiques, techniques, économiques et opérationnelles, dont sont déduites des conséquences, passées et futures, susceptibles d'être vérifiées par l'observation et le renseignement. Si elles trouvent une vérification expérimentale, elles sont validées. Sinon, elles sont soit réfutées soit révisées afin de les rendre compatibles avec l'expérience. Elles sont par construction itérative et adaptative. Elles astreignent à une pensée formalisée et rigoureuse. Tout bien considéré, elles sont une application assez fidèle de la méthode scientifique de Karl Popper. Elles s'opposent au processus inductif de pensée qui va du particulier au général,
qui prétend à un énoncé général à partir d'un nombre limité d'observations. S'agissant de l'ufologie, la méthode inductive est inappropriée en raison d'une information fortement dépréciée. Elle a malheureusement conduit à deux écueils, d'une part au scepticisme ou au refus de toute tentative d'interprétation, car les visages polymorphes et absurdes que revêtent les manifestations des pans depuis 60 années ne permettent pas de justifier un énoncé général, d'autre part, par extrapolations abusives, à l'élaboration d'interprétations hasardeuses et au développement de thèses conspirationnistes. Une possible intrusion extraterrestre. Si nous écartons a priori l'hypothèse non scientifiquement réfutable d'une intelligence transcendant le monde sensible, il faut bien admettre que nous avons possiblement affaire à une intrusion extraterrestre, c'est-à-dire à la présence non désirée d'êtres intelligents appartenant à une ou plusieurs planètes de la Voie lactée ou d'une autre galaxie. Pour que les méthodes hypothético-déductives lui soient applicables, encore faut-il vérifier que ces êtres peuvent raisonnablement faire l'objet de présuppositions. La difficulté vient alors, entre leurs civilisations et la nôtre, des écarts des connaissances et des évolutions, écarts certains pour ce qui est des sciences et des technologies, écarts vraisemblables des évolutions biologiques et sociales et des éthiques. Une nouvelle forme d'incommensurabilité. Tout revient à la question de savoir si des êtres intelligents au niveau de connaissances inégaux et au développement psychique et biologique éloigné seraient capables de se comprendre. À cette condition seulement, les présuppositions auront un sens et pourront être admises comme hypothèses heuristiques. Une position est aujourd'hui en faveur chez certains ufologues qui prétendent, après Carl Sagan, que les différences de connaissances et d'évolution seraient en réalité des obstacles insurmontables rendant impossible notre compréhension, voire notre perception, d'une intrusion. S'il est vrai que le fossé du langage est à jamais infranchissable entre l'homme et l'animal, il ne serait pas en revanche un empêchement dirimant entre notre civilisation et celle des autres mondes technologiquement, et peut-être psychiquement, supérieurs. En effet, l'exobiologie tient pour probable que tous les êtres intelligents de l'univers sont dotés de capacités d'inférence et de gestion du temps et que leurs schémas mentaux sont, selon toute vraisemblance, analogues sinon identiques. Il vient qu'il est légitime d'appliquer les méthodes hypothético-déductives aux phénomènes ovniens, par conséquent, de chercher à découvrir, au-delà de leur mode de déplacement dans l'espace, les intentions à notre égard des éventuels intrus. Présuppositions. Elles doivent porter sur la nature de ces êtres, sur leur libre ou serf arbitre, sur leur organisation sociale et politique, leur éthique collective, leurs intentions et leurs activités. La vie revêt-elle ailleurs des formes radicalement différentes? Les êtres biologiques extraterrestres doués d'intelligence ont-ils une physiologie semblable à celle de l'homme? Érigent-ils leur société en civilisation? Dans l'hypothèse où certains auraient acquis la maîtrise de l'espace, de quelle organisation sociale et politique se seraient-ils dotés pour atteindre un tel niveau de connaissance? Quelle serait leur éthique? Reconnaîtraient-elles une vérité morale? Quelle stratégie adopteraient-ils vis-à-vis des civilisations visitées? Au service de quelle mission? Obéirait-il à un principe de précaution? Quelle procédure d'approche appliquerait-il? Des signes de leur présence seraient-ils perceptibles? Désinformation et brouillage. Dès lors que l'on tient pour plausible une intrusion extraterrestre, il convient de s'interroger sur son origine, son mobile et sa dangerosité. Sommes-nous en présence d'une seule civilisation ou de plusieurs civilisations opérant de concert ou de manières indépendantes? S'agit-il d'une simple surveillance à distance, d'une intervention ponctuelle ou d'une tentative d'influence ou de prise de contrôle? Il est vain d'espérer que d'une démonstration ovnienne ostensible et non brouillée surgiront un jour prochain les réponses à ces graves questions parce que le phénomène est discret, furtif et brouillé et ne semble pas disposé à se dévoiler. Elles ne viendront pas davantage d'une étude reposant sur l'induction, car il est de mieux en mieux établi qu'il est depuis son origine l'objet d'opérations de travestissement et de déformation de la vérité. La désinformation mise en œuvre par des fabulateurs aux intérêts obscurs et par des agences gouvernementales motivées par l'enjeu stratégique et la nécessité du secret. L'amplification, plus ou moins volontaire, de certains des témoins et enquêteurs. Le brouillage et le camouflage par les intrus eux-mêmes. Désinformation et brouillage sont si présents qu'il devient difficile de faire la part entre la réalité et la fiction, de restituer une information fiable et crédible à partir des seuls récits des témoins. Les méthodes hypothético-déductives sont censées lever ces difficultés. Un risque d'ethnocide planétaire.
Quand bien même elle ne montrerait aucune intention hostile, une intrusion extraterrestre présenterait un danger de chaos pouvant conduire à un ethnocide si, par accident, elle se montrait au grand jour sans laisser aucun doute sur son origine. À défaut d'une action psychologique préalable, les hommes pourraient perdre confiance dans leur capacité de maîtriser leur avenir. L'équilibre du monde en serait bouleversé. Cependant que le génocide est l'extermination d'un groupe ethnique ou religieux, l'ethnocide est la destruction de sa culture. Le chaos n'est pas propre au système physique. Des évolutions chaotiques se rencontrent aussi bien dans d'autres systèmes naturels complexes, composés de plusieurs sous-systèmes interagissant fortement. Des événements extérieurs, que les économistes appellent « chocs », pourraient jouer un rôle déterminant dans le déclenchement des involutions irréversibles. Or peut-on concevoir un choc culturel plus violent, plus déstabilisateur, que le contact impromptu avec des êtres extraterrestres qui ont mis la Terre en observation? Le risque d'ethnocide ne peut être négligé. Il doit être pris en considération au plus haut niveau de l'État. Là encore, seules les méthodes hypothético-déductives sont susceptibles d'apporter une aide précieuse à la décision. Compte tenu des réflexions d'ordre général qui précèdent et considérant que la France s'est dotée d'un organe officiel de collecte et d'analyse des données des PAN, le GEPAN. Que le GEPAN et son comité de pilotage n'ont pas reçu pour mission d'interpréter le phénomène ovnien. Que, serait-il chargé de cette mission, il ne détiendrait pour la mener à bien ni la compétence, ni les moyens, ni la méthode. Que le phénomène ovnien est possiblement la manifestation de l'intrusion d'une ou de plusieurs civilisations extraterrestres. Que, si l'intrusion n'est pas prouvée scientifiquement, il existe en sa faveur de fortes présomptions, comme l'a écrit en son nom propre dans un livre récent M. Yves Sillard, président du comité de pilotage du GEPAN, ancien directeur général du Centre national d'études spatiales et ancien délégué général pour l'armement. Qu'une intrusion extraterrestre procède nécessairement d'une politique respectant une éthique et implique un programme servi par une stratégie. Qu'une stratégie relevant d'une intelligence étrangère aux motifs incertains pourrait porter atteinte à notre environnement compris comme l'ensemble des conditions naturelles, sociales et culturelles constituant le théâtre des activités humaines. Qu'elle doit donc faire l'objet, selon une méthode appropriée, d'une étude d'évaluation des risques, notamment le risque ethnocidaire, par application du principe de précaution conformément à l'article 5 de la Charte de l'environnement. Que la seule méthode appropriée face à une menace imprécise est la méthode d'appréciation des situations complexes mise au point par les grands états-majors. Que le phénomène ovnien est une affaire trop grave pour être abandonnée aux seuls GEPAN, ufologues et associations ufologiques, à la rumeur publique. Que, pour ce que l'on en sait, aucune étude officielle portant sur l'interprétation du phénomène ovnien n'a été conduite à ce jour en France. Qu'à la suite de la publication du rapport Condon, une telle étude a vraisemblablement été menée aux États-Unis en toute confidentialité et que ses conclusions suffiraient à expliquer la désinformation que ce pays semble avoir mise en place pour préserver sa situation dominante, peut-être, écarter le risque ethnocidaire, les sous-signés ont l'honneur de demander à Monsieur le Président de la République de bien vouloir ordonner une étude exhaustive du phénomène ovnien en application d'une méthode hypothético-déductive empruntée aux États-majors. Cette étude devrait réunir de hautes compétences dans les disciplines directement concernées, politiques, militaires, scientifiques, sociologiques, philosophiques et ufologiques. Elle recevrait pour objet d'infirmer ou de valider l'interprétation extraterrestre, le cas échéant, de mettre en évidence la stratégie poursuivie par l'intrusion et, si possible, ses moyens. Ainsi le gouvernement de la France serait-il en mesure de mettre sur pied, à des fins de vérification, des actions spécifiques d'investigation scientifique et de renseignement, puis de construire sa propre stratégie, enfin d'arrêter la politique nationale qu'il conviendrait d'appliquer en matière de défense, de sécurité, de recherche, de santé et de maîtrise de l'information. Il disposerait en outre d'éléments pertinents pour décider de la position à tenir sur la scène internationale et de l'information qu'il serait éventuellement nécessaire de porter à la connaissance des institutions et de l'opinion publique. À Versailles, le 14 avril 2008. Gilles Pinon contre-amiral, 2S. Jacques Costagliola docteur en médecine. Claude Lava ingénieur ESM. Francis Collot chirurgien. Alain Labec ingénieur Centre national de la recherche scientifique. Vincent Morin MCU docteur en électronique.
Rémi Saumon, ancien directeur recherche INSERM. Au sujet des associations ufologiques. Lors d'un échange de mails au sujet de cette lettre, je faisais remarquer à Gilles Pinon que j'ai bien reçu votre lettre ouverte, et je vous en remercie. Je partage entièrement cette initiative qui, j'espère, atteindra le but fixé, attirer l'attention des pouvoirs publics sur l'interprétation à donner au phénomène OVNI. Cependant, il y a un point avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord. Il est dit en effet, que le phénomène ovnien est une affaire trop grave pour être abandonnée aux seuls GEPAN, ufologues et associations ufologiques, à la rumeur publique. Je crois au contraire que le phénomène OVNI concerne chaque habitant de cette planète, et qu'il est affaire de tous. Le public a le droit d'être informé, et même de participer à la recherche sur ce sujet. C'est d'ailleurs ce qui est fait au sein des associations ufologiques privées. L'idéal, selon moi, serait d'instaurer une sorte de partenariat entre les pouvoirs publics et les associations privées sérieuses, comme cela avait été fait en Belgique avec la SOBEP entre 1989 et 1992 lors de la fameuse « vague belge ». Suite à cette remarque, il me répondit que, s'agissant du point sur lequel vous n'êtes pas d'accord, j'en conclus que ma formulation est malheureuse et je le regrette beaucoup. Lorsque j'ai écrit que le phénomène ovnien est une affaire trop grave pour être abandonnée aux seuls GEPAN, ufologues et associations ufologiques, je ne voulais pas dire que l'ufologie n'était pas de leur ressort ni de leur compétence, mais qu'elle devait devenir aussi de la compétence de l'État. Je pense profondément que l'ufologie est l'affaire de tous, y compris du gouvernement, et qu'elle ne doit pas rester circonscrite aux GEPAN et aux ufologues. Je conviens qu'évoquer dans cette phrase la rumeur publique crée un amalgame regrettable. Je ne crois pas que la lettre soit suivie des faits. Mais si l'étude demandée devait avoir lieu, je suis convaincu qu'elle conclurait au grand intérêt d'un partenariat entre les associations et les pouvoirs publics. Nous remercions Gilles Pinon pour ses précisions, et nous saluons son initiative courageuse. Nous pensons que le contenu de cette lettre est de la plus haute importance. Elle résume parfaitement, selon nous, notre situation vis-à-vis du phénomène OVNI, et pose les bases d'une stratégie future pour son approche. Nous croyons que cette lettre est un événement dans le monde de l'ufologie, de même niveau que le rapport Comet, qui doit, selon les instructions même de Gilles Pinon, être largement commenté par la communauté des ufologues. Daniel Robin, mai 2008. Le contre-amiral Gilles Pinon est décédé le jeudi 11 juin 2009 d'une crise cardiaque. Présent lors des rencontres européennes de Châlons-en-Champagne, 2005, habitué des repas ufologiques, il avait écrit une lettre ouverte au président de la République afin d'obtenir une sorte de « levée du secret » en ce qui concerne le phénomène OVNI et sensibiliser la classe politique à ce sujet. Il pensait que c'était au pouvoir politique, qui dispose des moyens financiers et techniques nécessaires, de lancer une recherche scientifique sérieuse sur les ovnis. Gilles Pinon était diplômé de l'École navale et de l'École nationale supérieure des techniques avancées. Auteur de « Fatima, un ovni pas comme les autres ». Il avait participé au mois de mai 2009 à l'émission de télévision de la chaîne Direct 8, et y avait fait une intervention remarquée. C'est après un temps minimum de recul que nous pouvons nous rendre compte du vide laissé par la disparition de Gilles Pinon. Une voix s'est tue. La parole d'un homme de conviction s'est éteinte. L'annonce de son décès nous a tout profondément touchés. Avec lui, nous perdons un être d'une grande stature intellectuelle qui a mené une réflexion novatrice et rigoureuse sur la signification du phénomène OVNI. Personnellement, j'ai été attristé par son départ, parce qu'il m'avait accordé, avec la gentillesse qui le caractérisait, le privilège de rédiger les préfaces de 2 livres que j'avais publiés sur les ovnis, OVNI, le mystère subsiste, et OVNI, du secret officiel aux limites de la science. Nous avions aussi longuement discuté ensemble aux rencontres européennes de Châlons-en-Champagne en octobre 2005. Après la lecture du seul livre de Gilles Pinon sur les ovnis intitulé « Fatima, un ovni pas comme les autres », j'ai tout de suite partagé son interprétation du phénomène ovni et ses conclusions quant à son origine. J'ai le souvenir d'avoir été impressionné par cet ouvrage remarquable d'une totale originalité. Il ne fait aucun doute qu'il restera comme un des moments clés de la littérature ufologique. Il mériterait, d'ailleurs, d'être réédité et largement diffusé. Avis aux éditeurs. Nous aurions aimé que Gilles Pinon écrive d'autres livres qui, nous n'en doutons pas, auraient eu la hauteur de vue et la même rigueur de pensée.
Malheureusement, il est parti trop tôt. Daniel Robin, le 24 juin 2009. Les scientifiques aiment bien avoir l'initiative des questions. Lorsqu'un phénomène se produit en dehors de toute initiative de leur part, n'importe où, n'importe comment, devant n'importe qui, ils n'aiment pas ça du tout, parce qu'a priori, ils sont dans la même position que n'importe qui, ils n'ont pas d'approche qui les spécifierait. Et à ce moment-là, ils tendent à disqualifier le phénomène, ils tendent à disqualifier les témoins et à mettre l'ensemble sous le signe de la croyance. Et à ce moment-là, eux deviendront les non-croyants, ceux qui rappellent les vertus de la rationalité scientifique. Il y a donc quelque chose de pathologique, à mon sens, car évidemment beaucoup de phénomènes nous posent problème sans que les scientifiques aient pris la moindre initiative. C'est donc une très mauvaise habitude qui se révèle notamment autour du phénomène OVNI et qui met en danger les relations démocratiques entre science et société. Isabelle Stengers, chimiste, philosophe des sciences au Centre national de la recherche scientifique. Nota, contient des extraits de divers organismes et organisations. Les fictions de la science. Tome 2. Chapitre 1. La théorie du champ unifié. L'explication de la gravitation, par Albert Einstein, a ouvert des perspectives extraordinaires sur l'organisation de l'univers physique. Nikola Tesla, l'inventeur aux centaines de brevets, a lui aussi fourni des explications sur le fonctionnement des champs et entrepris un grand nombre d'expériences. Ces études sur la téléportation auraient donné lieu à des expérimentations à Philadelphie, où un navire de guerre aurait disparu du port pour se retrouver à Norfolk. Ce transfert dans l'espace aurait également occasionné un transfert dans le temps, avec un espace de 40 ans dans le futur. Des personnes, qui se trouvaient à bord, en 1943, se seraient retrouvées en 1983. Toutefois, la crédibilité de Nikola Tesla aurait été très émoussée, en son temps, par sa révélation de détenir ces extraordinaires secrets d'invention grâce à des contacts qu'il aurait eus avec des extraterrestres. Le sujet de la téléportation était à la mode, dans les années 1930 à 1940 aux USA et tout particulièrement à l'Institut des études avancées de Princeton. Cette organisation, indépendante et non universitaire, a connu des noms prestigieux comme Albert Einstein, John von Neumann, Robert Oppenheimer, David Hilbert, Gustave Le Bon, Nikola Tesla. C'est là que serait né le projet Philadelphie, sous l'égide du 32e président Franklin Roosevelt. Ce projet consistait à produire une invisibilité partielle ou totale des objets. Il était conduit dans un but militaire, bien évidemment, par Roosevelt en personne. The Philadelphia Experiment eut lieu le 12 août 1943. Toutefois, Nikola Tesla aurait reçu des informations complémentaires de ses contacts, qui lui auraient montré la dangerosité du projet et il s'en serait alors retiré. Le projet, malgré les risques encourus, aurait bien eu lieu, avec von Neumann, sous la conduite d'Oppenheimer. Des conséquences irréversibles auraient alors été constatées sur le personnel se trouvant à bord du bateau militaire. Il convient de préciser que ces expérimentations étaient la conséquence des mines magnétiques que l'armée allemande avait mises au point dès 1938 et qu'il avait été urgent, à cette époque, de devoir passer à l'action. Le déclenchement d'un premier dispositif aurait eu lieu le 22 juillet 1943 à 9 h du matin. Le navire aurait disparu pendant le quart d'heure de l'expérimentation. Des générateurs, Tesla, auraient été installés sur le bateau expérimental, dont un appelé « générateur de référence de temps zéro ». Il s'agissait d'un « système de résonance de masse » réalisé par Nikola Tesla, chargé de se verrouiller à la structure magnétique de la Terre. Ce système serait parti d'un principe, concernant toutes les planètes existant dans la galaxie et évidemment aussi celles de notre système solaire, et qui serait verrouillé fondamentalement dans la cosmologie, par le « système géocentrique » de notre galaxie, appelé « référence de temps zéro ». La phase expérimentale définitive aurait été arrêtée au 12 août 1943. Ce jour-là, après que les générateurs aient été mis en service, et que la silhouette du bateau soit progressivement disparue des écrans radars, un flash aurait provoqué sa disparition totale. Il ne serait réapparu que 4 heures plus tard. C'est alors que le transfert de personnes, dans le temps, se serait produit. Des personnes qui figuraient sur le navire téléporté se seraient retrouvées en face de la même personne qui dirigeait les opérations, mais au 12 août 1983.
Von Neumann, qu'il venait de quitter les accueillis, vieillis de 40 ans, en leur demandant ce qu'ils faisaient là, et qui ils étaient. Toutefois, c'est lui qui détenait les explications sur l'événement, et qui les leur communiqua. Mais, comme tout ceci n'est pas assez difficile à comprendre, il se serait avéré nécessaire à ces personnes, projetées dans le temps, de devoir retourner à leur point de départ. Le bateau se serait retrouvé dans une bulle d'hyperespace, en expansion depuis 1943, auquel il leur incombait de donner un terme par la fermeture des générateurs de champ. Il s'avérerait qu'en 1983 des progrès auraient été réalisés dans le domaine de la régression temporelle par un contrôle total sur le temps. Il convient de préciser qu'en 1943, le projet de bombe atomique était aussi en cours d'expérimentation et on connaît son influence éventuelle sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nota, ces textes sont des extraits d'idées émises par diverses personnalités provenant de plusieurs sources. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 1. Les livres brochés de cette collection Alerte sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Alerte.